Bonsoir, je vais finalement pouvoir vous dire bonsoir pour de vrai. Merci beaucoup d'être ici. Au nom du FMD, je suis très heureuse de vous accueillir à cette première FMD rencontre. Mon nom est Lolita Dandois, je suis journaliste mode et cette année, j'ai la chance de faire partie de la Brigade des ambassadeurs en tant qu'ambassadrice du volet mode et donc la chance de pouvoir introduire les vedettes de la soirée. Je veux commencer par notre animateur Stéphane Leduc. Stéphane Leduc est journaliste. Il est aussi directeur de l'école de communication ProMédia et depuis 4 ans, donc depuis le début des FMD Rencontres, il est le commissaire de ces belles conférences. À ses côtés, vous aurez la chance de découvrir Vincent Leray, qui est chargé du patrimoine de Christian Dior et qui va venir nous parler des grands parfums qui ont marqué l'histoire de la maison Dior. Avant de les accueillir, j'aimerais vous mentionner que pour les 20 premières minutes de la conférence, nous serons en direct grâce à Helicom, qui est le partenaire de captation officielle des FMD Rencontres. Maintenant que c'est dit, je vous demande d'accueillir chaleureusement donc Stéphane Leduc et son invité Vincent Leray. Après toi. Merci, Lolita. Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux grandes rencontres du Festival Mode et Design. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et un plaisir de retrouver Vincent. Tu sais, tu me permets de te tutoyer parce que tu oui, bien naturellement. 3 ans plus tard. C'est ça. Tu es un des rares à pouvoir faire ça. Oui, merci encore Stéphane, merci à vous tous ce soir d'être présents en nombre. Effectivement, Stéphane, tu m'avais accueilli ainsi que Chantal et Jean-François à participer à l'édition il y a 3 ans. Oui. Et ça avait été un immense plaisir de venir ici, à Montréal, de rencontrer des gens aussi charmants, chaleureux, souriants. Ça nous change parfois en tant que Français quand on arrive. Et c'était vraiment un vrai bonheur. Et grâce à toi, Stéphane, j'ai pu aussi découvrir plus profondément la culture québécoise. Et les écrivains québécois. Et les écrivains aussi, que j'aime beaucoup. Tu es carrément tombé en amour avec des écrivains comme Michel Tremblay, absolument, ouais, et vraiment. Anaïs Barbeau-Lavalette aussi, que tu as découvert récemment. Oui, voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà, donc j'essaie de rattraper le temps perdu. Mais en tous les cas, c'est toujours avec un plaisir renouvelé. Et la raison pour laquelle je voulais te réinviter était le premier aspect qu'on avait traité dans cette conférence il y a 3 ans était le couturier Christian Dior et l'aspect historique qui est important. Mais les parfums ont une grande histoire parce que c'est un couturier qui a fait des parfums très tôt, dès les débuts en fait. Et c'était important d'en parler et de faire ce survol des grands parfums. Oui, c'était un peu une frustration d'ailleurs lors de la première conférence parce que j'avais vraiment beaucoup envie de parler des parfums Dior. Donc là, c'est l'occasion de rattraper cette petite frustration. Parce que on est, avec Christian Dior, devant un exemple assez unique dans l'histoire de la parfumerie. Vous verrez, il y a un certain nombre de diapositives qui vont ponctuer notre discussion. Et là, on voit d'ailleurs des images de Christian Dior et de sa mère à Granville, parce qu'en fait, le premier souvenir de Christian Dior, c'est un souvenir qui est lié aux femmes. Il le décrit précisément dans ses mémoires. Il dit que c'est son premier souvenir. Il se souvient du sillage capiteux que laissaient ces femmes derrière elle dans l'ascenseur. Et ce rapport au parfum a toujours été très marquant pour Dior, d'autant que, comme on peut le voir ici, Dior s'est très tôt intéressé à la botanique et au jardinage. Et sa première œuvre, en fait, c'est pas un parfum, c'est pas une robe, c'est un jardin. Le jardin que l'on voit au milieu, c'est le jardin de Granville. Et Granville, qui est une petite ville très charmante en Normandie, oui, c'est important de le spécifier, oui. Où on retrouve un musée, qui est le musée Christian Dior, oui. Dans la maison où elle a vécu. Absolument, c'est le seul musée d'ailleurs consacré à un couturier. En France, et c'est dans son ancienne villa d'enfance, voilà, qui est entourée de ce jardin qui est aujourd'hui conservé. Et cette enfance qui a alimenté toute sa carrière. Finalement. Oui, qui a alimenté toute sa carrière, mais quand on voit effectivement l'histoire de Christian Dior et l'histoire de la parfumerie, on s'aperçoit en fait que elle a accompagné toute la vie de Christian Dior et un peu son destin, parce que cette famille Dior, qui était une famille d'industriels normands, il s'était spécialisé dans la production d'engrais, a fait faillite suite à la crise de 29. Et Christian Dior, qui était un fils de grand bourgeois, s'est retrouvé sans un sou, absolument dénué de tout. Et alors que c'était une grande famille bourgeoise. Oui, c'était une très grande famille bourgeoise, très implantée, très reconnue. Et du jour au lendemain, ils ont dû fuir littéralement la Normandie pour se retrouver dans le sud de la France.
Et le sud de la France, à l'époque, c'est pour ça qu'on a intitulé cette diapositive « Les fleurs du destin », qui n'étaient pas les fleurs du mal, mais qui était un destin assez brutal pour Christian Dior et sa famille, puisque du jour au lendemain, Christian Dior va être dans l'obligation de mettre les mains dans la terre pour transformer la terre de Calian, donc dans le sud de la France, en terre agricole, comme on peut le voir sur cette photo. Et ce qui explique que, devenu couturier, est devenu un très grand designer, il a pu revenir sur les traces de ce passé un peu tourmenté pour acheter la plus belle propriété à proximité de l'endroit où il s'était installé avec leur famille en période de crise, à la Colle-Noire, qui est un lieu aujourd'hui qui compte beaucoup pour nous, parce que Christian Dior, et ça c'est peut-être un exemple unique dans l'histoire de la mode, puisque Christian Dior a décidé de réinvestir ce château, de le transformer, mais surtout de l'entourer d'un jardin agricole pour y produire des plantes à parfum. Des hectares de plantes à parfum. Et c'est un château dont il n'a pas beaucoup profité, malheureusement, parce que mort, un château acheté en 1951, en 1957 il décède. Et dans l'histoire, il y a une belle fin ou une belle conclusion à cette histoire, c'est le rachat par la maison Dior de cette maison, qui est devenu un lieu central de formation pour les gens qui travaillent pour les parfums Dior. Oui, un lieu d'image, un lieu de communication, un lieu de formation. Et effectivement, le château de la Colle-Noire est aujourd'hui notre 30 Montaigne de la parfumerie, le 30 Montaigne étant l'adresse de la maison de couture à Paris. Nous, notre adresse, elle est plus grassoise, puisque le château de la Colle-Noire est basé à 25 km de Grasse, donc on est véritablement en plein terroir de parfumeurs. Et dans cette ville, c'était tout près d'Amy, de sa sœur d'ailleurs, et absolument. Du grand parfumeur Edmond Rudnicka, qui a été tellement important dans l'histoire des parfums Dior. Exactement. Est-ce qu'on peut vous proposer, c'est une petite vidéo où on voit un petit peu l'aventure de ce château qui a donc été entièrement restauré, et la vidéo qui présente plusieurs témoignages. Le fait de raconter une histoire, retrouver un personnage à travers sa maison, à travers ses goûts, à travers ses choix. Tout reprendre à l'identique et donner l'impression que Christian Dior vient de quitter la pièce et il est toujours là. Je suis très proustien, j'aime beaucoup la recherche du temps perdu, et là c'est un peu, oui, le côté exaltant de l'aventure. Moi, j'aime bien les maisons qui racontent une histoire, qui ne sont pas gratuites. L'idée d'une chapelle dans un endroit où on habite, alors je trouve ça extraordinaire. Armelle et Philippe de Lyon et François de Machy ont décidé de planter 1000 pieds de roses. Il fallait choisir un endroit où on trouve le moins de pierres possible, où ce soit le plus facile de cultiver. C'est très difficile de résumer l'aventure en un mot. C'est difficile. Peut-être l'enthousiasme. Pour moi, la Colle-Noire, en un mot, c'est une folie. Un lieu assez magique, assez merveilleux. Oui, vraiment merveilleux à cause de son architecture, à cause de son histoire, à cause de sa relation au parfum, puisque Miss Dior est née pas très loin du château de la Colle-Noire. Est-ce qu'on vous propose, c'est de découvrir en fait l'histoire de chacune des fragrances que l'on va vous présenter. Et on se disait que quand on parle de parfum, de les sentir, c'est merveilleux. Et surtout de se sentir, et peut-être ce soir de découvrir ceux qui ont marqué l'histoire. Donc on va débuter cette découverte olfactive. Il y a des gens formidables de l'équipe de Dior Canada qui vont vous distribuer des touches, des mouillettes. Et on commence avec le premier, Miss Dior en 1947, qui fait vraiment partie de cette histoire et qui fait bien comprendre que Christian Dior était à la fois un couturier et un parfumeur, parce que d'abord, lancer une entreprise, créer une première collection quand on sait ce que ça représente, de créer autant de pièces et en même temps de déjà imaginer le parfum. Et ça, je trouve ça assez formidable et impressionnant aussi. Oui, d'autant que Christian Dior, la première année, a veillé à jeter les bases
de son métier de parfumeur, l'idée n'était pas du tout de vendre des milliers et des milliers de flacons, mais de véritablement inscrire ces parfums dans une image et dans quelque chose d'extrêmement raffiné et de très luxueux. Et le parfum que vous sentez là, c'est le Miss Dior original de 1947. Et ce parfum Miss Dior 47 a été diffusé le jour du premier défilé de Christian Dior, le 12 février, et ils en avaient diffusé 1 litre pur. Et ça, c'était avant même que les gens connaissent le parfum. Ils allaient à un défilé, découvrir un nouveau couturier, et en même temps, ils respiraient un parfum dont ils ignoraient l'existence. Oui, ils en ignoraient l'existence. Et Christian Dior, dans son premier défilé, a voulu raconter une histoire, celle des femmes fleurs, puisque on était 1 an et demi après la libération de Paris, et l'idée était véritablement de lancer une mode extrêmement joyeuse, très féminine, avec des courbes très féminines, comme le flacon, très florales. Et naturellement, pour cette mode très florale, il fallait un parfum qui puisse imprégner le textile et qui soit un parfum haute couture. D'où la nécessité aussi de créer un flacon qui réponde aux courbes des lignes que l'on a appelées New Look, puisque ça a été l'expression choisie par Carmel Snow du Harper's Bazaar pour cette première collection, et jusque dans les matériaux, des éditions d'exception, puisqu'on était juste après la guerre et il était très difficile en France de trouver du verre, de trouver du cartonnage de qualité. Et Christian Dior, à l'instar de la couture, a choisi le contre-pied total. Donc, il n'y avait pas de verre, il a voulu du cristal. Les encres étaient de mauvaise qualité, il a voulu de l'or. Donc un parfum très exclusif. Très exclusif, comme sa mode haute couture, qui était extrêmement sophistiquée. Et le nom, Miss Dior, on est un peu surpris, peut-être oui et non, mais un nom qui semble anglo-saxon, dans un milieu très français. Oui, Miss Dior, en fait, c'est un nom qui a été choisi par l'élégante que vous voyez à côté de Monsieur Dior sur ces images, qui s'appelait Mitza Bricard. Et Mitza Bricard, c'était un personnage très fort, qui incarnait la maison. Elle était très respectée, un peu crainte parfois. Qui était à la fois la muse et la conseillère. Oui, c'est ça. Elle était chargée des accessoires. Et Catherine Dior, donc la sœur de Christian Dior, qui était une très grande résistante et qui avait, après la guerre, elle revenait de Ravensbrück, elle avait été torturée par les nazis, c'était un personnage très charismatique aussi. Et après la guerre, elle s'est engagée dans le commerce des fleurs. Donc elle allait livrer des fleurs un peu partout dans Paris et elle venait régulièrement visiter son frère aux 30 Montagnes. Et un jour, donc, elle arrive aux 30 Montagnes et en ouvrant la porte, Mitza Bricard, que vous voyez là, s'est exclamé « Tiens, voici Miss Dior ». Et à cette époque-là, Christian Dior cherchait un nom pour sa première fragrance. Et il a trouvé ça merveilleux et il a répondu à Mitza Bricard « Eh bien, très bien, Miss Dior sera mon parfum ». Voilà. Donc en fait, Miss Dior, c'est Mademoiselle Catherine Dior, qui s'est totalement effacée parce qu'elle était très discrète et elle tenait pas du tout à cette paternité-là. Mais le nom est resté et la légende avec. Est-ce que tu sais si elle était charmée par cette idée? Non, elle était très discrète. Très discrète. Elle était, Christian Dior venait d'une famille très bourgeoise. D'ailleurs, on la voit, Catherine Dior. Oui. Christian Dior venait d'une famille très bourgeoise et dans ces familles-là, le bon ton était de ne surtout pas parler de soi, de encore moins évoquer ses malheurs. Et l'idée d'incarner un parfum pour elle était certainement quelque chose de trop fort. Mais la vérité historique est là. Et sans empiéter sur le travail de François Demachy, tu peux nous décrire Miss Dior? C'est un parfum très fleuri, j'imagine, d'après ce que tu nous disais. Oui, c'est un parfum chypré. Donc, une harmonie de notes hespéridées, de notes florales, de notes boisées. Là, je parle sous l'autorité de François. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un chypré vert, parce que les premiers parfums chyprés ont été lancés notamment par la maison Coty. Et la maison Coty, au début du siècle, au début du XXe siècle, c'est pas rien. C'est une maison qui est très importante et qui va lancer le premier vrai chypre en 1917. Et le directeur financier
de Coty à l'époque s'appelle Serge Eftler-Louich, et Serge Eftler-Louich est un ami d'enfance de Christian Dior. Ils jouent ensemble sur les plages de Granville, ils s'amusent tout petits au carnaval de Granville, et lorsque Christian Dior va lancer ses parfums, il va demander à Serge de l'aider à réaliser cette maison de parfums. Et naturellement, enfin, peut-être pas, enfin, en tous les cas, Serge Eftler-Louich va choisir un chypré. Mais il va le choisir beaucoup plus vert, beaucoup plus frais. Et on peut peut-être ajouter que c'est peut-être un hommage à leur enfance aussi, aux femmes de leur enfance. Oui. Ils ont peut-être voulu libérer de leur boudoir, un peu enfermées, pour les amener dans la rue, pour en faire des femmes modernes. Et l'histoire de ce parfum évolue parce que le flacon change, se rapproche de la modernité, je dirais. Oui, on parlait tout à l'heure, vous avez vu l'amphore qui suit les courbes de la mode. Eh bien, lorsque Christian Dior lance ses deux collections obliques et verticales en 1950, il va changer l'aspect de son flacon Miss Dior en un flacon qu'on a conservé aujourd'hui, enfin, qui a été modernisé, mais qui répond à des formes beaucoup plus géométriques, beaucoup plus carrées, avec ce fameux pied de poule là, qui est un peu partout. On a bien choisi. Hein. Oui, parce qu'en fait, le pied de poule était un motif qui était réservé aux vestiaires masculins au XVIIIe siècle. Et Christian Dior, on en parlait un jour avec Pierre Cardin, et Pierre Cardin nous disait, vous savez, moi je vivais dans les étoiles, et Christian Dior, lui, vivait au XVIIIe siècle. Il avait ce rapport au XVIIIe siècle français qui était très très... D'où la référence au nœud qu'on retrouve autour du col du flacon, qui est une référence à un nœud du XVIIIe siècle. Oui, qui est une référence à Madame de Fontanges, qui était une favorite de Louis XV, et qui mettait des nœuds partout dans ses cheveux, sur ses vêtements, partout. Et Christian Dior, qui connaissait vraiment l'histoire du luxe à la française, donc notamment celui qui avait été développé sous Louis XVI et Marie-Antoinette, très 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 bien. Et ce qui était assez intelligent, parce que lorsque Christian Dior a ouvert sa maison en 1947, et sa première boutique colifichée, il a fait référence beaucoup à ce 18e français. Et lorsque les touristes venaient, notamment américains, visiter Paris, ils visitaient la maison Dior et la Tour Eiffel, et la maison Dior, avec sa boutique colifichée, a rappelé Versailles. Et parmi les premiers mécènes, beaucoup d'Américains ont aidé à la restauration du château de Versailles. Et on va encore le découvrir, on va vous passer quelques feuillets. Oui. Donc là, vous allez sentir Diorissimo, et Diorissimo, qui est un parfum assez confidentiel aujourd'hui, si on parle de marché, mais qui est un parfum très très important pour évoquer la personnalité de Christian Dior. Parce que le muguet était sa passion. Oui, le muguet, c'était sa fleur fétiche. Il en mettait partout. Il en a fait une collection au printemps-été 54. Il en avait tout le temps sur son veston. Et on s'est interrogé en faisant des recherches sur le muguet et Dior, sur la présence du muguet. Alors c'est pas très drôle, mais sur la présence du muguet sur la tombe de Christian Dior quand il est mort en octobre 57, parce que la tombe était entièrement recouverte de muguet. Or, comme vous le savez tous, le muguet, on le trouve rarement au mois d'octobre. Oui. C'est une fleur qui pousse. Elle est très court. Oui, c'est très court, c'est fin avril, début mai. C'est pour ça qu'on a coutume de l'offrir le 1er mai en France. Je ne sais pas si c'est le cas au Québec. Non, en fait, parce que le muguet arrive beaucoup plus tard. Il y a un mois et demi plus tard, donc, malheureusement. D'accord. Et en fait, on a trouvé la réponse en tombant sur une lettre de la fleuriste de Christian Dior, puisque Christian Dior avait demandé à sa fleuriste de produire du muguet toute l'année. Donc elle avait une petite serre dans laquelle elle produisait du muguet uniquement pour Christian Dior. C'est important de dire aussi que Christian Dior était très superstitieux, donc il avait toutes sortes de symboles. Et d'ailleurs, il y a un petit film merveilleux qu'on peut voir même sur Internet, où on voit tous ces objets, la patte de lapin qu'il gardait dans sa poche, un morceau de bois pour le toucher constamment, il y avait le trèfle à 4 feuilles, l'étoile aussi qui était importante pour lui. Oui, il avait tout un tas de gris-gris sur lui. Et le muguet à 13 clochettes était le plus recherché. D'accord. Mais le muguet, c'était vraiment... Là, on voit la robe muguet, qui est un modèle de 1957. Christian Dior avait poussé le détail à mettre de tout petits ressorts à l'intérieur des clochettes
de façon à ce que lorsque la robe est en mouvement, on a la sensation de frémissement sur les clochettes. Et il glissait également, quasi systématiquement, un brin de muguet frais dans l'ourlet d'un modèle de la collection, de façon à ce que la collection se passe bien, parce qu'il croyait beaucoup aux signes. Et parfum très difficile à créer aussi, parce que oui, l'odeur du muguet, on n'arrive pas à l'isoler en tant que tel. Oui, c'est une fleur muette, c'est-à-dire que là aussi, je parle sous l'autorité de François, c'est une fleur qu'on ne peut pas extraire. Enfin, on peut l'extraire, mais ça va donner quelque chose de déplaisant, enfin, qui ne va pas du tout rappeler la complexité olfactive du muguet. Donc, Edmond Rudnicka, qui a créé Diorissimo, va être dans l'obligation de travailler sur d'autres fleurs pour reproduire, enfin, pour évoquer l'idée d'un muguet frais, d'une impression d'un muguet que l'on sent sous les bois. Donc c'est un exercice qui va être extrêmement particulier, d'autant que c'est difficile, et l'idée n'était pas de reproduire l'odeur du muguet, mais de raconter une histoire autour du muguet. Référence à Granville encore, on aussi, voit que la maison d'enfance est toujours présente par la couleur. Par la couleur, oui, parce que Christian Dior mettait un sens dans beaucoup de choses, et il mettait aussi un sens dans le choix de ses couleurs. On pourrait parler du rouge Dior, bien sûr, mais là, il s'agit du rose qu'il qualifiait de rose bonheur, pour rappeler son enfance à Granville, et pour rappeler, bien évidemment, les couleurs de la façade de sa maison d'enfance. Et il était coutume de distribuer des éventails qui avaient tous cette forme très particulière lors des défilés de mode pour découvrir les nouvelles fragrances. Autre parfum important, et ça les hommes dans la salle vont se rappeler, en fait, Au Sauvage, 1966, et soit les grands-pères ou les pères de certains, ou la jeune génération qui redécouvre, je dirais, Au Sauvage, qui a marqué l'histoire du parfum au masculin. Oui, Au Sauvage a été... Et on va pouvoir le sentir lui aussi, que vous allez sentir, que vous allez sentir aussi. Au Sauvage, ça a été un parfum très générationnel, parce que là, on s'est amusé à mettre une diapositive avec Jean Gabin et le général de Gaulle, parce que c'était vraiment les figures institutionnelles de l'homme français au milieu des années 60, et la jeunesse française, comme la jeunesse québécoise, rêvait d'autre chose. Et le Sois jeune et tais-toi, qui était un slogan de mai 68, a été très marquant. Et lorsque la Maison Dior, 2 ans plus tard, mais lorsque les événements de mai 68 ont donné raison à la Maison Dior, puisque Au Sauvage a été lancé en 1966. Et c'est une autre création d'Edmond Rudnicka. Oui. Et peut-être le parfum que, dans l'esprit des gens, est le plus connu de ce parfumeur d'une certaine façon. Oui, c'est son grand œuvre. Oui. On voit, créé en 66, Christian Dior est mort en 57. Est-ce qu'il connaissait ce parfum? Est-ce qu'il était déjà dans la préparation ou dans l'idée de faire un masculin un jour? Oui, dans le catalogue des parfums masculins créés par Edmond Rudnicka, il y a un autre parfum qui s'appelle Eau fraîche, qui lui a été lancé du vivant de Christian Dior en 1953, et qui était d'ailleurs le parfum personnel de Christian Dior. Et Edmond Rudnicka se souvient du lancement d'Eau Sauvage en 1966, et il précisait qu'il était à la fois très content du succès rencontré par Eau Sauvage, mais à la fois très triste de voir que Christian Dior n'avait pas pu y participer et pu voir ça, parce que ça a été un succès colossal. Colossal parce que c'est un parfum qui a parlé évidemment aux hommes, mais aux femmes aussi, parce que c'est un parfum qui a la particularité, ce sera la particularité de toutes les fragrances masculines Dior, d'avoir une note très florale, presque féminine, puisqu'on a une note jasminée qui vient de l'édione, qui est une molécule de jasmin frais, et qui vient véritablement booster ce parfum, et qui va donc inscrire Au Sauvage dans un rapport très particulier au parfum masculin. Qui faisait entrer le parfum masculin dans la modernité et presque dans une certaine forme de coupure entre le passé de l'homme traditionnel et de ce nouvel homme, je dirais, qui était plus audacieux. Oui, ça a été un vrai pari pour la Maison Dior. Et ça, on voit le nom. On voit le nom, alors ça c'est le premier nom. Avant Au Sauvage. Oui.
qui est assez intriguant. Oui, c'est bizarre. Ces favoris, en fait, ça renvoyait aux favoris. Vous savez, c'est magnifique. C'est un peu moins bien que la moustache, je trouve. Oui, c'est moins bien que. Oui, en fait, la moustache existait sous la forme d'un parfum à l'époque, qui avait été lancé par Rochas, qui fonctionnait bien, et Favori, qui donc désignait ces rouflaquettes aussi, on appelle ça, des grandes stars du rock à l'époque, Jim Morrison, Johnny Hallyday en France, portaient des favoris, donc c'était très, très à la mode, mais finalement la direction a choisi d'abandonner cette option-là pour le nom d'eau sauvage. Eau sauvage est beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Et un flacon qui est encore très, très beau, dans le sens que c'est un flacon qui vieillit très bien. Oui, et puis qui décrit assez bien justement ce rapport masculin-féminin, puisqu'on est sur un flacon qui rappelle une flasque à whisky, mais qui est, je dirais, décoré de ces gaudrons ici, qui rappellent un tissu drapé, qui est coupé par une ceinture, avec un cuir assez délicat, puisqu'on est plus sur de la pocerie, avec la boucle de ceinture, qui elle est plutôt masculine, mais le tout est coiffé d'un bouchon qui rappelle un peu la forme d'un dé à coudre. Donc on a ce mélange de codes féminin et masculin qui va se retrouver dans le jus lui-même, puisque là encore on aura cette note de jasmin qui va ajouter une note un petit peu féminine. Une campagne publicitaire dont les illustrations sont faites par Gruau, que tu aimes beaucoup et que moi aussi j'adore, et qui reste encore une référence dans le domaine publicitaire et dans le milieu de mais ça n'avait pas été de soi. Ça n'avait pas été de soi en 1966, puisque lorsque Marcel Boussac, qui possédait le Figaro, a vu en première page cet homme qu'on a appelé Anatole pour s'amuser en interne, quand il a vu la première publicité, il s'est exclamé, mais quel est l'imbécile qui a réalisé ce dessin ? Tellement c'était moderne, tellement c'était étrange, étrange même pour Edmond Roudnicka, puisque Edmond Roudnicka, en acceptant ce mot d'eau sauvage, voulait décrire l'expression d'une nature sauvage. C'était l'expression d'un parfum qui était un peu une promenade en Méditerranée, avec ses notes aromatiques, avec ce côté très frais. Or, lorsque René Gruau s'est emparé de cette histoire-là, en fait, il est allé sur une voie complètement contraire pour montrer un homme s'amuser de codes quotidiens. D'ailleurs, vous pouvez voir cet homme dans son fauteuil ici. Généralement, quand on sort d'une douche, on ne va pas s'asseoir dans un fauteuil comme ça. Et lorsqu'on croise les jambes pour passer du bon temps, on a généralement plutôt un verre à whisky qu'un flacon à parfum. Or là, tous ces codes-là vont être détournés de façon subtile, parce que c'est pas immédiat, mais il y aura toujours beaucoup d'humour un peu irrévérencieuse dans ces communications. Des codes qui ont été changés aussi au niveau de la photo, parce qu'après l'illustration, et on en a un très bel exemple avec cette formidable campagne de Dominique Isserman, très grande photographe. Oui, cette photo date de 87 et elle s'est imposée très très longuement dans la communication de l'eau sauvage. Et en discutant avec Dominique Isserman, elle nous rappelait qu'elle aussi a voulu, d'une certaine façon, détourner la réalité en mettant cette barre de musculation plus haute, de façon à créer cette image un peu fragile, qui n'est pas du tout celle à laquelle on est habitué dans les salles de musculation, que je fréquente très peu, mais en tous les cas, c'était ça. Vous en avez vu. Et Alain Delon, qui a été ramené. Et ça, je trouve ça formidable, parce que les maisons choisissent des égéries très actuelles, des acteurs très populaires. Dior le fait, mais avec Eau sauvage, d'aller chercher d'anciennes photos d'un Alain Delon jeune, et ça a été un succès phénoménal, parce que la jeune génération a découvert, ne savait pas qui c'était, Alain Delon, surtout ceux qui ne vivaient pas en France. Et le succès a été fabuleux. Ça a été une campagne qui a été un succès énorme. Oui. Mais là aussi, ça rappelle le plaisir et ce rapport à l'histoire de la Maison Dior, puisque cette photo de Jean-Marie Poirier a été photographiée lors du tournage de La Piscine en 66, qui est donc la date du lancement de Sauvage. Et évidemment, Alain Delon est magnifique sur ces photos. Il a une beauté sauvage, comme ça, très, très incarnée. Et ça convenait parfaitement bien, effectivement, à renouveler la communication de ce parfum. Autre parfum important, Poison. Là, on arrive dans la période de John Galliano.
Et là aussi, un parfum qui a brisé des codes, et là vous allez peut-être le redécouvrir en le respirant, parce que c'est un parfum qui a marqué à tous les niveaux, autant au niveau de son jus que du nom, qui est incroyable, Poison. Oui, c'est vrai que ça a été un tournant dans l'histoire de notre catalogue de parfums, puisque jusque-là, on déclinait Dior systématiquement dans les noms. Il y a eu Miss Dior, mais après il y a eu Diorama, après il y a eu Diorissimo, il y a eu Dior Essence, etc. Et là, au milieu des années 80, on fait le pari de noms beaucoup plus impactants, beaucoup plus modernes, en choisissant Poison, pour décrire cette femme d'affaires des années 80 qui s'émancipe, qui a du pouvoir. Alors évidemment, c'était dans l'air, puisque avec Opium en 1977, l'affirmation d'une femme beaucoup plus moderne était déjà là. Donc Poison a été un immense succès. Lors de son lancement en 1985, le premier mois, il s'en est vendu un exemplaire toutes les 4 secondes. Donc ça a été un raz-de-marée, vendu des quantités. Et ce parfum était très très bien pensé à l'époque. C'est pour ça que Poison s'est ensuite inscrit dans le cadre d'une collection, puisqu'il y a eu Tendre Poison, Hypnotique Poison, Midnight Poison, etc. Oui. Et le flacon, là on a quelques dessins du flacon, et on peut voir cette association de volcans et de fruits défendus qui convenaient à ce qu'on voulait raconter, c'est-à-dire un parfum à la fois très capiteux, très fruité. Flacon fait par une grande dame du cristal, Véronique Monod. Oui, Véronique Monod a fait l'édition d'exception. Le flacon avait lui été développé en interne, mais effectivement, oui, elle a participé au succès de Poison. Mais Poison, c'était un parfum qui pouvait déranger aussi. Dans certains restaurants américains, il était précisé de façon très sympathique no smoking, no poison. Ah oui. Ouais, tellement ça pouvait déranger. Le parfum était très envahissant. D'où l'audace du nom du parfum qu'on pouvait considérer comme un poison qui nous envahissait. Oui, ça pouvait être un peu empoisonnant. Ouais. Une campagne aussi très dramatique et très forte aussi, au niveau de l'image. Oui, très forte. Oui, c'est une campagne publicitaire qui instillait beaucoup de mystère, beaucoup de noirceur aussi. Il y avait un rapport. On avait beaucoup travaillé à l'époque sur l'histoire des Médicis aussi, d'où cette couleur très particulière avec un étui améthyste. Enfin, tout était là pour rappeler aussi, bien que c'était pas complètement assumé à l'époque, mais ce goût pour l'astrologie, pour la voyance, pour l'occulte qui fascinait tant Christian Dior. Un autre parfum important, c'est vrai, il y a eu ces lancements. Dont ici, on n'a pas eu autant de répercussions, mais qui a été très important pour la maison. Oui, très important parce que ça a été dans l'histoire du parfum l'un des lancements les plus spectaculaires, puisque le château de Vaux-le-Vicomte avait été utilisé pour ça, avec comme marraine de l'événement Isabelle Adjani, qui avait brillé quelques années plus tôt dans L'été meurtrier. Donc elle convenait parfaitement à cette femme un peu mystérieuse, inquiétante, fatale. Oui, puis une actrice au sommet de son art aussi. Exactement. Donc le choix était très judicieux. Exactement. Alors aujourd'hui, Hypnotique Poison s'impose dans ce grand catalogue de Poison, et c'est lui qui véritablement assure encore une pérennité à cette collection. Un autre masculin maintenant qui est Fahrenheit, dont les gens vont peut-être se rappeler, qui est un parfum étonnamment, quand tu m'en parlais au début, que j'avais un peu perdu en mémoire, dont je me rappelais vaguement, mais qui a été très important dans le domaine du parfum pour homme aussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu un ovni dans notre catalogue, Fahrenheit. Très très intéressant, parce que... et là, ça aussi, vous allez le découvrir. Là, vous allez le découvrir, oui, c'est un parfum floral et boisé, avec cette note très particulière. Tout à l'heure, on évoquait la note d'iris, on évoquait la note de jasmin dans Au Sauvage. Et bien là, la note florale, c'est une note de violette, de feuilles de violette, parce que la fleur ne sent rien. Et pour le nom, parce que Maurice Roger, qui était le président des parfums à l'époque, avait rencontré des difficultés à trouver un nom très impactant.
Et à l'occasion d'une rétrospective de James Rosenquist au MoMA, il est tombé sur ce tableau que vous voyez là, qui s'intitule Fahrenheit 1982 degrees. Oui, qui n'est pas une annonce de parfum ou de cosmétique, mais qui est vraiment un tableau. Ah, c'est vraiment un tableau, oui. Un tableau gigantesque. Et quand il a vu ce tableau, il est resté prostré. Et lorsqu'il est revenu à Paris, il a immédiatement protégé le nom de Fahrenheit. Et il y a un autre tableau également de Rosenquist qu'il avait découvert à l'occasion de cette rétrospective. C'est ce tableau à droite là qui s'appelle Brighter Than Sun et qu'il a utilisé pour l'étui de Fahrenheit. Et c'est un parfum qui a véritablement marqué sa génération aussi parce que ça a été d'une très très grande créativité. Et là on voit le flacon. Alors pour la petite anecdote, c'est un flacon qui a été créé et évolué grâce à une erreur de cuisson. Puisque lorsque les premiers flacons de Fahrenheit ont été cuits chez les maîtres verriers, le four d'en bas n'avait plus fonctionné. Et lorsque le parfum est sorti, il est sorti avec ce dégradé étonnant. Donc l'idée a été de répéter ensuite l'erreur. De refaire l'erreur plusieurs fois. De refaire l'erreur à l'infini. Et donc Fahrenheit a été aussi servi par une communication très très efficace avec cette série de films ici où, je ne sais pas si pour certains vous vous souvenez de cette communication, avec la musique de Pat Metheny, avec ce 55 qui revenait en permanence. Ouais. Et pour le l'occasion, grand cinéaste David Lynch aussi. Oui, David Lynch qui est intervenu par la suite. Là, c'est un assistant de Ridley Scott qui avait réalisé cette première publicité. Et pour l'occasion, les parfums Dior qui avaient choisi le désert australien avaient nettoyé 25 hectares de désert australien pour pouvoir réaliser ce visuel. Un petit budget de tournage. Oui, tout petit. Ouais. Tout petit. Mais pour l'histoire, c'est un visuel qui avait un peu inquiété le public nord-américain parce que de voir cet homme au ponton dans cette quête spirituelle arriver au bout d'un ponton avec ce grand désert, et quelque chose d'un peu anxiogène. Un peu la fin du monde. Oui, c'est ça. Donc il y a une autre communication qui est venue après où on voyait l'homme construire un bateau au milieu du désert. Quelque chose d'un peu plus concret. Et il y a ce tournage. Et après David Lynch, effectivement, qui était lui aussi au sommet de sa carrière avec des films fabuleux qui ont marqué l'histoire du cinéma, donc choix très judicieux. Oui, totalement, parce que là, David Lynch était au sommet de sa carrière avec Twin Peaks, et pour justement rappeler ce côté très introspectif, les Parfums Dior avaient choisi ce cinéaste où il avait choisi une version ascensionnelle. Donc c'était un acteur qui était dans un ascenseur et qui montait au lieu de marcher sur le ponton comme pour la première version. Là, on arrive à un autre parfum et les gens vont être surpris en voyant la date parce que, et là, on le connaît très bien, mais quand on parle de J'adore, et j'en parlais avec Caroline Issa, qui est une des invitées demain, et je lui dis, tu réalises, ça va faire 20 ans que le parfum a été créé, alors que dans mon esprit, c'était peut-être maximum 10 ans. Oui. Et l'année prochaine, ce sera les 20 ans de J'adore. Ouais. Et il est encore très présent à tous les niveaux. Ouais. Oui, et puis là aussi, J'adore a réussi à capter l'ambiance de l'époque, parce que les années 90 étaient très marquées par le minimalisme, étaient très marquées par ces parfums de Calvin Klein, très propre, cette odeur de linge propre. Là, l'idée, ça a été de jouer, au contraire, l'opulence, l'explosion, un rapport un peu baroque au parfum. Et ce bouquet floral que vous sentez en ce moment a été parfaitement maîtrisé par les créateurs. Et l'idée a été de revenir un peu aux sources aussi et de travailler sur l'idée de l'amphore. Vous vous souvenez de l'amphore de Miss Dior en 1947 ? Là, on a une version qui calait parfaitement au travail de John Galliano, qui venait d'arriver. En fait, il est arrivé en 1996, sa première collection en 1997, donc 2 ans après Durissimo, et on retrouve ce travail sur les colliers de femmes girafes,
dessiné là par Hervé van der Schratten. Et un flacon qui vieillit très bien aussi, très parce bien, qu'il est presque éternel. Il fait partie de l'histoire de l'Antiquité, d'aujourd'hui et de demain, d'une certaine façon. Oui, exactement, parce qu'on a tous inconsciemment en tête le fait que l'amphore est un symbole d'échange et un symbole de parfum, puisque c'était par les amphores que circulaient les parfums. Donc c'est évidemment un choix extrêmement judicieux. Il y a parfois des éditions spéciales, et là je suis très heureux que tu soulignes le travail de Jean-Michel Othoniel, parce que Jean-Michel Othoniel est venu dans ce festival. C'est un grand créateur et un artisan formidable aussi, dont Bernard Arnault adore le travail, et c'est un peu l'origine, je crois, de cette collaboration et édition spéciale du flacon. Et il y a cette exposition, d'ailleurs, je le souligne pour les gens qui sont dans la salle, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, de Jean-Michel Othoniel en ce moment, et qui fait un travail, je suis très admiratif de son travail. Oui, puis ça rappelle aussi le caractère artisanal du parfum, puisque l'édition d'exception dessinée par Jean-Michel Othoniel a été réalisée à Venise, à Murano, et l'originalité de cette version tient au fait que la base du flacon est ronde. Donc on est obligé de poser le flacon sur une petite base pour qu'il ne tombe pas. Donc il y a un rapport à la fois très, très ludique au flacon et quelque chose de très très moderne aussi. Magnifique. Et aussi une collaboration, mais on va voir, avant Charlize Theron, il y a eu d'autres égéries. Oui, il y a eu Carmen Casse, mais toujours sous la direction de Jean-Baptiste Mondino, qui a évidemment marqué aussi son époque avec ce fameux film où Charlize Theron se dénudait au fil d'un couloir d'un hôtel particulier parisien où elle jetait ses bijoux. Qui est resté une image forte aussi. Et Charlize Theron collabore avec la maison depuis 2004. Depuis 2004, oui, c'est une égérie extrêmement fidèle et qui incarne parfaitement bien ces différents épisodes de J'adore, puisque elle est tantôt dans un bain, tantôt dans un palais. Là, elle est sortie pour l'occasion dans un rapport un petit peu plus sauvage à la nature, et d'autres campagnes vont arriver très belle égérie, très bientôt. Formidable actrice aussi. Oui. Un autre masculin maintenant, dire homme, important aussi dans l'histoire de la maison. Oui, Dior-Homme, que vous allez également découvrir. Alors là aussi, toujours cette petite note florale qui est là une note d'iris. On avait la violette pour Fahrenheit et le jasmin pour Eau sauvage. Et Dior-Homme va s'inscrire là aussi dans son époque, puisque en 2001, avec l'arrivée d'Hedi Slimane chez Dior, qui était alors Christian Dior Monsieur, oui, et que Hedi Slimane, qui a le talent et le génie parfois de rebaptiser les choses, qui a fait bouger cette maison. Totalement. Ça a été la première fois qu'on voyait la mode pour hommes de Dior évoluer d'une façon aussi importante. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé d'un new look au masculin, parce que la mode de Slimane, comme le new look de Dior en 1947, est immédiatement descendu dans la rue, et ces silhouettes très, très rock, très fines, où le noir et le blanc se sont imposés, ont totalement bouleversé le paysage des villes occidentales. Donc le fait de lancer un parfum qui soit associé à cette mode a été une excellente idée, et on retrouve ce goût pour l'architecture, ce goût pour des formes extrêmement épurées, avec ce flacon qui est inscrit dans un bloc de verre, et ce jus également très moderne, qui est là aussi dominé par cette note très irisée. Il y a un choix d'acteurs qui évolue au cours des années. Donc avec Robert Pattinson pour les communications aujourd'hui. Et on a toujours ce rapport à cet héritage très, très rock'n'roll, très, très jeune. Rappelons qu'Hedi Slimane était un fan du rock berlinois, donc cette version de l'homme très contemporaine est aujourd'hui servie par ces grands acteurs. Et là, on arrive à une collection très particulière dans l'histoire de la maison, et qui sera le dernier parfum de ce soir. On ne va pas le sentir, mais on va en parler, parce que Maison Christian Dior, c'est une collection en fait de parfums beaucoup plus exclusifs qui sont faits par François Demachy.
et qui lui permet, il pourra le confirmer tout à l'heure, une certaine liberté, presque une cour de récréation, je crois, de s'amuser à créer des parfums assez exclusifs et qui sont assez formidables. Oui, oui. Bah, François est devant moi, donc je suis très intimidé, j'ose pas trop me lancer. Tu ne peux qu'acquiescer sur ce que je viens de dire. Oui, non, mais bien sûr. Mais ce qui est aussi très intéressant pour nous qui travaillons au patrimoine, c'est de poursuivre le travail, formidable travail amorcé par François, pour là aussi raconter des histoires qui sont très liées à l'histoire de Christian Dior et l'histoire de cette maison, parce que la Colle Noire, on en a parlé tout à l'heure, et ça rappelle encore et encore cet attachement très très fort de Christian Dior à la nature, au jardin, à la production, à la cueillette, puisque Christian Dior produisait de la rose centifolia, il produisait du jasmin, il produisait de la lavande, donc qu'il vendait. C'était pas pour faire 3 ou 4 bouquets pour décorer son château, c'était vraiment pour vendre sa production. Et j'aime insister là-dessus parce que c'est un point sur lequel on peut être fier, nous, en tant que salariés de la Maison Dior, parce que le rapport à la nature, il est vraiment sincère. C'est quelque chose de très particulier, de très évident. Finalement, le métier que nous faisons, c'est un métier assez simple parce qu'on ne fait que raconter des histoires qui sont réelles, on n'a pas besoin de les édulcorer ou d'en ajouter. Et quand on accueille, quand j'ai eu le plaisir de t'accueillir à la Colle Noire, tu as pu voir la façon dont ce lieu est resté authentique. Il se dégage une ambiance extrêmement véridique et assez émouvante. Oui, l'impression de retourner aux racines et de retrouver l'esprit que Dior avait. Oui. D'autant qu'aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir des témoignages de personnes que vous voyez là et qui ont, elles aussi, travaillé à la cueillette des plantes à parfum. Il n'y avait pas que des plantes à parfum, puisque Dior était un hédoniste. C'est quelqu'un qui avait connu de guerre, qui avait connu la privation, et c'est peut-être une analyse rapide, mais son souhait, c'était véritablement d'être entouré d'une espèce de jardin, comme ça, presque autosuffisant, où on avait des vignes, des arbres fruitiers, des amandiers. Juste pour l'anecdote, les amandiers, Christian Dior en avait fait planter des centaines pour avoir le seul plaisir de découvrir les fleurs d'amande en fleurs en hiver, parce que c'est la première fleur qui éclot l'hiver. Et la personne que l'on va entendre dans un instant, Lucienne Rostagno, qui était l'une des dernières cueilleuses historiques de Christian Dior, s'en souvient comme d'un ravissement. Et c'est pour ça qu'en préparant cette conférence avec toi, Stéphane, on avait, là je m'adresse à vous tous, on avait envie de vous faire partager ce témoignage, qui est un témoignage très authentique et qui, selon moi, décrit parfaitement ce que Christian Dior souhaitait de cette propriété et souhaitait aussi du parfum. J'ai toujours vécu à la Colle Noire. Je suis né le 26 septembre 1926. Christian Dior avait fait de cette propriété une merveille. Mais surtout, ce qu'il voulait, c'était les plantes à parfum. Ça, il n'y avait pas de doute. Alors, il a planté du jasmin, des roses. Il faisait travailler les gens du coin. On était deux, qu'on était des bonnes cueilleuses parce qu'on cueillait 5 kilos par jour. Alors, vous savez, il faut 10 000 fleurs au kilo. Donc, il faut en donner des coups de main. Hein. Le bon souvenir, c'est que la propriété prenait de l'essor. On était content d'avoir Christian Dior parce qu'il était aimable. On voyait bien que ce n'était pas l'homme fier. Il aimait bien la terre et il aimait les gens. Ah oui, ça, le contact des personnes, ça, il aimait. Très beau Vous n'avez pas tiré assez le portrait, hein? On a dit ça parce qu'on l'a beaucoup embêté. Elle est très spontanée et très sympa. Et donc... Oui, pour un chargé du patrimoine, c'est formidable de pouvoir recueillir ses propos. Oui, vraiment. C'est l'histoire vivante. Oui, exactement. Bon, on l'a beaucoup interrogé sur... on a publié des textes, etc. Mais c'est vrai que c'était un vrai bonheur de pouvoir discuter avec elle. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Vincent.
Merci Stéphane. J'espère que jamais 203. Eh ben oui, on va se absolument. retrouver. On va sûrement trouver un autre sujet pour te retrouver à Montréal. Ah bah, mais ce serait j'apprécie encore une d'avoir fois un très grand partagé plaisir. l'histoire des parfums Dior. C'est Merci formidable. encore 1000 fois. Puis merci à vous beaucoup. tous. Merci à tout le monde.